Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, on va séparer ça en deux parties. On va faire une première partie macro, analyse des indices et un petit peu vue sur comment on peut anticiper un certain nombre de tendances. Et ensuite la partie action. Donc on commence ici, je vais juste paraphraser quelque part ce qu'on s'est dit déjà depuis un long moment. Oui, il y a des rebonds techniques de l'inflation qui peuvent avoir lieu, notamment avec les matières premières, etc. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est toujours comment sont calculés les CPI notamment. Et aux États-Unis, on sait très bien que le gros de la pondération de la stat inflation est lié au loyer. Et ces loyers-là, ils ne baissent pas. Pour autant, on sait aussi que si vous allez regarder sur des sites internet comme Zillow et que vous allez regarder un petit peu les loyers, etc., en fait, il y a toujours une latence, si vous voulez, entre les statistiques officielles et la réalité du marché. Et également, il faut toujours lier la hausse ou la baisse des loyers vis-à-vis du revenu disponible et donc de la hausse ou baisse des salaires. Et on le sait très bien, depuis quelques mois, dorénavant, les salaires ne montent plus, le marché du travail est en train de se normaliser aux États-Unis, donc il n'y a plus une pression sur la hausse des salaires. Et plus ça va être le cas, plus en effet on peut entrevoir, si vous voulez, que la hausse des loyers, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui va continuer. Donc ça va se retourner à la baisse. Et ça, quand on connaît la pondération, si vous voulez, sur les loyers, on voit très bien que l'inflation dans sa stat officielle et globale ne peut que baisser à l'avenir, et ce, même si on venait à avoir une crise géopolitique ou ce que vous voulez qui ferait remonter les matières premières d'une manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et notamment le pétrole qui est le gros morceau également dans le calcul de cette stat. Donc en gros, quelque part, vous avez donc pour moi ce non-événement qui est l'inflation, et je vous l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, les banques centrales ont gagné, elles ont fait le boulot. Bien entendu, vous avez toujours les Cassandres qui vous expliqueront qu'elles sont en train de faire une erreur, etc. L'idée actuelle, c'est que l'économie n'a pas été cassée, si vous voulez, par la hausse des taux, pour la simple et bonne raison dont on avait parlé il y a déjà 2 ans, c'est que les entreprises et les foyers sont rentrés dans cette période de hausse des taux avec la meilleure santé financière possible. Et surtout, une non-obligation, si vous voulez, de devoir se refinancer à des taux plus hauts, parce que la majorité ont appris de la crise des subprimes et se sont refinancés pendant le Covid à des taux très bas et à des taux fixes. Et pareil pour les entreprises. Ce qui fait que, en fait, si vous voulez, oui, il y a eu la hausse des taux, mais elle n'a pas impacté l'économie parce qu'il n'y a pas eu grand monde, si vous voulez, qui a eu besoin de se refinancer et donc de prendre des taux beaucoup plus élevés. Pour autant, autant les très grosses entreprises, donc les grosses pondérations des indices, ont, je dirais, un échelonnement de leur refinancement qui vont arriver entre 2025, 2026, 2027, et c'est au fur et à mesure, au fil de l'eau, et ce sont les plus beaux business, etc. Donc, en effet, si les taux ne baissent pas entre-temps, euh, ça sera toujours plus haut le refinancement que ce qu'ils avaient pu connaître auparavant, mais ces gros business également, qui sont les grosses pondérations des indices boursiers, sont très rentables. Et donc, la dette qu'ils vont prendre, si vous voulez, c'est pas énorme et c'est surtout pour, on va dire, utiliser le capital à bon escient. Mais sinon, ils sont gavés de cash. Là où pour moi c'est plus intéressant vis-à-vis de l'économie, c'est sur les PME et donc les petites boîtes. Et à partir de 2025, on a énormément de petites boîtes qui s'étaient refinancées à pas cher euh, pendant la période Covid, qui vont devoir se refinancer. Et là, la différence, elle est plus importante, si vous voulez. Il y a 5-6% de différence éventuelle. Donc, autant, si vous voulez, cette année, la Banque centrale, la Fed, n'est pas pressée, si vous voulez, de baisser ses taux, puisque l'économie US va encore très bien, et elle risque de continuer à aller encore très bien un bon moment. Autant l'année prochaine, on se retrouve face à un mur de dette de ces petites entreprises qui vont devoir se refinancer, et là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, l'obligation, je dirais, de baisser les taux pour la Fed, pour ne pas tirer une balle dans le pied de l'économie avec le refinancement des PME, ce qui les poussera du coup à devoir moins prendre de dettes, donc moins investir, donc c'est le cercle qui se mord la queue, donc ralentissement économique, etc. Là, il faudra baisser les taux. Mais je veux dire, n'oubliez pas qu'on a les élections américaines qui arrivent
Et donc, baisser les taux, si vous voulez, avant ces élections, juste avant ces élections américaines, ça serait quelque chose qui ferait sens d'un point de vue économique, si vous voulez, et on va dire proactivité. Mais tout de suite, il y aurait une levée de bouclier en disant que la Fed est à la solde de Biden. Donc, si vous voulez, on rentre dans ce jeu-là où, même si on a besoin de baisser les taux éventuellement, on risque de ne pas les baisser parce que politiquement, ça ferait scandale. Et donc, en gros, tout le monde parle de 2 baisses des taux avant de la fin de l'année, et éventuellement, on ne les aura pas. Et par contre, on aura peut-être un rattrapage avec une baisse des taux un petit peu plus forte à 0,5% en 2025 ou fin 2024, début 2025. Mais je serais tenté de vous dire que ça, voilà, c'est le serpent un petit peu qui se mord la queue. On voit que le marché regarde pas trop ça. Pour moi, la quintessence et le plus important, c'est la santé économique. Si le marché se met à s'inquiéter que l'économie US ralentit plus fortement que ce qu'on avait prévu, il va s'inquiéter que la Fed ne baisse pas ses taux et ne les baisse pas suffisamment fort. Mais en parallèle de ça, regardez la proactivité de la Fed, qui, personne n'en parle, mais pour moi c'est super important, qui réduit son QT, son quantitative tightening. Donc ça aussi, pour moi, c'est un élément important qui démontre que la Fed comprend bien qu'elle est piégée pour baisser ses taux actuellement, et qu'elle joue la montre et il va falloir qu'elle attende. Mais du coup, pour éviter justement une crise de liquidité ou éventuellement quelques petites tensions sur les repo rates comme on avait eu en 2019, eh ben on va jouer sur le quantitative tightening. Et on va donc réduire notre quantitative tightening jusqu'à arriver à zéro, à une neutralité. N'oubliez pas également que le gouvernement et les déficits publics des gouvernements ont énormément compensé en boostant la croissance. Ça ne va pas s'arrêter avant les élections, mais petit à petit également, ça va s'arrêter à partir de 2025. Donc on se retrouve avec un mur de dette sur du PME 2025, on se retrouve avec des gouvernements, on verra qui c'est qui gagne, etc., bien entendu, mais où on va plus pouvoir être dans du all-in et du all-limit, etc. Une Fed qui va baisser les taux, mais qui ne pourra pas les baisser non plus très fortement, qui va plus jouer sur son quantitative tightening et qui devra essayer de compenser finalement la baisse des déficits des gouvernements, et donc le surplus, si vous voulez, de compensation que ça fait sur l'économie elle-même. Donc ça va se jouer là, si vous voulez. Mais cette année 2024, elle est, je veux dire, il y a même Goldman Sachs qui est super positif et qui nous annonce quasiment 3% de croissance du PIB américain sur le deuxième trimestre 2024. Après, ça va un petit peu s'étioler sur la fin de l'année, mais je veux dire, ça reste des croissances de PIB à faire rêver tout le monde, et notamment le vieux continent. Donc, l'économie américaine, toujours très forte, mais pour moi, l'inflation, je vous l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, c'est plié. Ce que je regarde, c'est la santé du consommateur, c'est la santé économique. Et donc, c'est sur là-dessus où on va jouer, où le narratif peut se mettre un petit peu à jouer des prétextes pour corriger en se disant, oh mon Dieu, la Fed ne va pas pouvoir baisser ses taux et l'économie commence à ralentir. Donc, en gros, les stats, si vous voulez, c'est qu'en gros, on continue d'acheter le fait qu'on a des mauvaises stats de ralentissement économique, tant qu'on reste quand même dans une marge d'appréciation, si vous voulez. Si on a des stats qui sont plus mauvaises que prévu, mais bien plus, le marché va commencer à les vendre et non plus les acheter dans l'idée que, tiens, ça va pousser la Fed à baisser les taux, mais il va commencer à les vendre parce qu'il se dira, la Fed va baisser les taux, mais pas tant que ça, et mon économie est en train de ralentir plus fortement. Tiens, est-ce que justement, la hausse des taux de la Fed ne va pas commencer à impacter? Moi, je pense que ça va commencer réellement à impacter à partir de la fin 2024 et 2025, comme je vous ai dit, au moment où les entreprises vont devoir se refinancer. Donc ça, voilà, je l'avais dit globalement il y a 2 ans, c'était qu'on a une large santé qui permet de tenir dans le temps. Mais à un moment donné ou un autre, évidemment, si vous conseillez à la Fed conserve ses taux à 5%, ben ça va commencer à taper de plus en plus sur l'économie. Le gouvernement a compensé, la Fed va essayer de compenser maintenant, mais on va arriver dans un alignement des planètes où, globalement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué sur 2025. Mais voilà, ça c'est juste la projection et se projeter sur ce type de choses-là. Mais voilà, à ce stade-là, je veux vous dire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est sur des éléments où la bourse continue d'être attractive. À partir du moment où le marché va rentrer dans le narratif de se dire, tiens, ça va devenir un peu plus compliqué peut-être en se projetant sur 2025, c'est là où il faudra se reposer la question des repondérations
que l'on fait et des rotations que l'on fait, avec également l'obligataire qui redeviendra attractif. Si on se pose des questions sur l'économie US et qu'on a un petit peu peur que ça ralentisse plus fort, ben l'obligataire va rameuter un certain nombre de fonds qui vont passer des actions à l'obligataire, parce que ma foi, récupérer du 5% sans risque, c'est tout en attendant de voir ce qui se passe sur le marché actions et sur les profits des entreprises. Ben, c'est une sécurité que je pense beaucoup de portefeuilles choisiront. Voilà, on n'y est pas encore à ce stade-là, bien entendu. Ce n'est qu'une hypothèse de travail, etc., dans l'idée de se dire qu'est-ce qui pourrait mettre un grain de sable dans le rouage, mais il faut attendre que le narratif change. Donc si vous voulez vous projeter et vous préparer, c'est ce type de choses-là qu'il faut regarder. Pour l'instant, voilà, le marché, on voit, joue de temps en temps à se faire peur avec quelques prétextes, mais la tendance de fond reste bien haussière à ce stade-là graphiquement, et on va en reparler. Donc ça, voilà, c'est les éléments pour moi que je regarde, c'est les éléments que je trouve le plus important. Au-delà de juste regarder les stats inflation, etc., il faut commencer à regarder un petit peu plus sur l'économie et sa capacité à tenir un petit peu plus fort. Et quand je regarde l'économie US, bon, ben, sur beaucoup de choses, si vous voulez, oui, je peux me poser quelques questions sur les valeurs technologiques et me dire qu'elles vont certainement sous-performer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont baisser, je pense qu'elles peuvent moins performer que des valeurs cycliques. Et des valeurs cycliques, pourquoi elles performent déjà depuis plusieurs mois et pourquoi elles continuent de performer, c'est parce que ben, on n'est pas dans un ralentissement économique, si vous voulez, on est dans une transition, mais vers un bas de cycle et vers une reprise. Et ça, clairement, c'est ce qu'on est en train de jouer. Et voilà, le grain de sable, évidemment, c'est si le marché commence à jouer le narratif que, ah tiens, c'est pas trop ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, tout le monde est positif sur ces scénarios-là. Moi, j'aime bien avoir le scénario alternatif dans un coin de ma tête pour ensuite voir graphiquement ce que va jouer ce que va décider de jouer le marché et les prétextes que va utiliser le marché. Mais sinon, voilà, aujourd'hui, on est très propre. Ça reste haussier. On peut avoir en effet des consolidations qui seraient purement saines techniquement. Mais on est dans cette partie de transition où on a besoin encore certainement de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour commencer à trancher un petit peu plus dans le vif, dans le côté macroéconomique et dans les scénarios macroéconomiques. Comme je vous l'ai dit, l'économie c'est un paquebot et la bourse anticipe 5 fois, si vous voulez, à l'avance, avant que la tendance macroéconomique se mette vraiment en branle. Donc au niveau des taux, pour moi, on valide cette idée où on est en train d'avoir une détente sur les taux. Pour moi, c'est typiquement des configurations graphiques, ça, qui sont typiquement des configurations graphiques qui cassent par le haut et qui vont chercher ensuite la précédente zone de résistance qui était aux alentours des 100. Donc pour moi, si on fait ce moment-là, on aura, je pense, un premier boost dans l'idée, oui, on détend les taux, on détend les conditions financières une nouvelle fois. Et quand on sera à ce niveau-là, on se posera des questions, justement, où l'attrait de l'obligataire, c'est aussi une protection contre le ralentissement économique et les questions qu'on se posera probablement sur 2025. Après, le marché peut anticiper, hein, il peut décider d'anticiper 6 mois à l'avance des craintes potentielles sur 2025. N'oubliez pas, de toute façon, le marché, même quand il est haussier, on craint toujours quelque chose. Donc, ce qu'il faut, c'est rester sur ses graphiques, rester sur sa stratégie et ses plans, mais voilà, se projeter un petit peu. Et c'est le but de cette vidéo-là, c'est d'essayer de vous projeter. Autant, j'ai passé beaucoup de mois à dire que la santé du consommateur et des entreprises était très forte, et c'est ça qui qu'il fallait promouvoir par rapport aux craintes sur l'inflation, le truc, le machin. Autant là, voilà, on essaye de se projeter et de se dire, ok, on tire la pelote jusqu'au bout, mais au bout d'un moment, si vous voulez, oui, ça va commencer un petit peu à coincer. Et tout le monde parle de baisse des taux, si vous voulez, mais bien comprendre que la Fed est quand même piégée. Et à ce stade-là, moi, je ne jouerais pas trop le scénario où on baisse les taux en mode catastrophe et on revient à des taux négatifs. On n'en est absolument pas là. Je pense plutôt on est dans une transition dans un monde où on reparle un petit peu à inflation linéaire, si vous voulez, et donc des taux qui restent plus élevés que ce qu'on a connu ces 10 dernières années, qui restent bas, historiquement parlant, mais plus élevés. Et quelque part, des taux à 3 ou 4%, économiquement parlant, c'est sain. Hein, parce que ça va pousser l'économie et tout le monde à investir dans des projets qui délivrent plus que ça. Donc ça va nous enlever, si vous voulez, d'investir dans des sociétés zombies qui délivrent très peu de rentabilité ou pas du tout même. Et donc je pense qu'il y aura des meilleures réallocations de capital, de capitaux. Donc ça, voilà, c'est aussi, voilà, c'est pas non plus à avoir
que du mauvais œil, des taux qui resteraient à 3 ou 4% pendant un long moment, si vous voulez. Donc là, on les baisserait un petit peu, etc. Mais c'est pas avoir d'un mauvais œil. Et surtout, moi, ce que je vois d'un bon œil, c'est qu'on a quand même appris de la crise des subprimes. Il y a quelques pays qui n'ont pas trop appris, hein, le Canada, l'Australie, la Suède, par exemple, qui ont eu toujours un gros levier de la dette. Ben, regardez, c'est les premiers à baisser les taux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent baisser les taux actuellement, parce que leurs foyers sont hyper endettés de par l'immobilier, qui est également donc avec des leviers, etc. Ils sont en endettement à taux variable, les entreprises, pareil, etc. Donc on voit, c'est beaucoup moins sain, et ça, vous pouvez avoir une plus grosse volatilité. Et donc les banques centrales sont obligées à ce moment-là de baisser les taux, plus en anticipation et en mode catastrophe un petit peu, pour essayer de compenser et d'arriver trop tard, si vous voulez, au moment où vous avez la boule de neige qui se forme. Mais quand vous regardez les États-Unis, quand vous regardez l'Europe au sens large, alors, on n'est pas dans ces éléments-là. On est dans des choses qui sont encore très saines. Donc, il y aura peut-être un signe noir, un truc, un machin, mais aujourd'hui, voilà. Moi, je vous ai toujours dit, voilà, il faut faire la part des choses au niveau de l'endettement, pas regarder uniquement la valeur, et prendre en compte, si vous voulez, que voilà, il y a de l'inflation, etc. Donc, comparer les niveaux en valeur de dette, etc., et ne pas comparer avec les actifs, etc. Tout est relatif, si vous voulez, dans les comparaisons. Donc, il faut faire attention par rapport à ce niveau-là. Mais on est dans des bien meilleures situations aujourd'hui que ce qu'on pouvait l'être en 2006 ou en 2007, par exemple. Donc après, évidemment, on en reparlera. Mais à ce stade-là, voilà, c'est la vision que j'ai un petit peu du monde et d'une projection que l'on pourrait se faire et du prétexte éventuel que le marché pourrait utiliser à un moment donné pour corriger plus fort. Mais à ce stade-là, voilà, il faut attendre que tout simplement le marché nous donne un timing quelque part. Donc ça, c'est les hypothèses de travail, mais c'est tout. Donc au niveau de l'obligataire, pour moi, on est dans la congestion et j'aurais plutôt la sortie par le haut, c'est-à-dire donc une détente supplémentaire. C'est pour ça que c'est très compliqué, si vous voulez, quand vous dites, tiens, les marchés sont sur les plus hauts, de vous dire, bon, ça va forcément baisser. Mais quelque part, si vous voulez, on est sur des plus hauts, vous pouvez avoir des consos, quand vous regardez le DAX par exemple, mais c'est des tendances haussières. Ok, donc on reste dans des tendances haussières de fond. Le seul truc qui peut arriver, c'est en effet de la volatilité, mais à ce stade-là, j'ai rien de plus à vous dire que on construit. Donc on voit que le CAC 40 est revenu chercher son ancien plus haut à 8250 points, mais ça c'est sans les dividendes. Si vous prenez les dividendes, on est sur des plus hauts historiques, et on est en train de consolider actuellement, et donc de revenir sur la médiane. Tant qu'on va tenir la médiane à court terme, on reste positif. Si on passe en dessous de la médiane, on se dira, ah ok, un petit peu plus de prudence et de mode crabe. Mais voilà, comme je vous l'ai dit il y a 2 ou 3 semaines, au-dessus des 7007, 7750, je vois pas de péril en la demeure, si vous voulez, d'un point de vue moyen terme. Donc il peut y avoir des consos, ça peut marcher en crabe, etc. Mais ça reste une tendance haussière de fond qui continue d'évoluer favorablement. Autre indicateur pour moi, c'est le cuivre. Le cuivre, vous avez une hausse exponentielle. Tant que le cuivre va, l'économie va. Donc on n'utilisera pas le prétexte, si vous voulez. Donc après, évidemment, il va falloir consolider, il va falloir s'attendre à un peu plus de volatilité, une construction de figure. Mais voilà, on va rentrer peut-être dans une zone et dans une période où on va peut-être un petit peu plus gesticuler, construire des figures un petit peu plus larges. Et ça, c'est la transition, parce que ça va donner le temps au temps, si vous voulez, pour commencer à entrevoir la suite. Ne sous-estimez pas également ce qui est en train de se passer sur le maïs et sur le blé, qui sont en train de faire du rebond. Donc ça, c'est pour l'aspect tendanciel. Donc c'est lié à tout ce qui est engrais, etc. et agriculture. On a des bons rattrapages qui sont en train de s'effectuer sur ce type de valeur-là. Si je vais regarder le Brent, je suis totalement neutre. On voit que le Moyen-Orient ou la géopolitique ne fait absolument pas peur, etc. Et je suis toujours dans un range qui est très large. Vous voyez, entre les 75 et les 100 dollars, je n'ai pas vraiment de décisionnel qui est pris. Donc je suis très neutre. Donc là aussi, je n'ai pas non plus une pression. Parce qu'on casserait les 100 dollars, etc. Je vous dirais, ça c'est une pression et ça va casser les pattes arrière de l'économie, in fine. Et ça, c'est avoir du mauvais œil. À court terme, d'un bon œil, etc., pour ceux qui sont sur les valeurs pétrolières, etc., mais à plus moyen terme, ça casse les pattes arrière de l'économie. Mais à ce stade-là, on est très neutre également. J'ai rien à dire. Tout ce qui est marché italien, qui sont très pondérés en valeurs bancaires,
Ça va très bien aussi. Regardez toutes les valeurs bancaires. Tout le monde vous a expliqué il y a une année globalement que ça faisait rien depuis 10 ans et que donc c'était pas intéressant et il fallait absolument pas investir là-dedans. Heu, le monde est en train de changer et vous avez les rotations qui se mettent en place. C'est ça qui est le plus important de bien comprendre. Oui, vous avez toujours vos valeurs technologiques et cetera qui performent. Regardez la surperformance du reste, des rotations qui sont en train de s'effectuer. Donc c'est pas rien. Le Dow Jones qui atteint les 40 000 points, hem et ensuite on peut se faire un coup de Nasdaq où là aussi, je veux dire, on est sur des plus hauts, on va se demander là, on fait une petite mèche et cetera à court terme. Vous mettez la médiane ici, je construis ma figure petit à petit. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas suffisamment de points d'impact si vous voulez. J'ai besoin d'un petit peu plus de zigzag. Mais à ce stade-là, c'est haussier point barre. Si on a envie d'aller chercher les 20 000 points sur le Nasdaq, c'est absolument pas impossible. Nvidia au-dessus des 1000 $ et cetera. Apple qui est reparti avec un coup de com' sur l'IA, comme on en avait pu, en parler. Voilà, vous êtes sur des très grosses pondérations, il suffit que ces très grosses pondérations, prennent quelques pourcents de plus et vous y êtes. Donc à ce stade-là, la tendance est haussière, point barre. Le seul moment où on commence à se poser quelques questions, c'est si on repasse en dessous des 17 900 points, 17 008. Et là, on se dira, ok, on commence à neutraliser et à marcher en crabe. Mais ce n'est pas une tendance baissière, ok? N'inversez jamais, cette tendance haussière, elle est très forte et pour moi, elle ne sera pas inversée et ne deviendra pas neutre au minimum tant qu'on ne passera pas sous les 16 500. Ok, donc c'est pas rien. Ça peut faire des gros décalages, mais c'est ce qu'il faut accepter actuellement, si vous voulez. On est dans des grosses hausses et donc, en effet, le risque finalement, c'est pas que les marchés se retournent à la baisse, c'est la volatilité dans la création de figures larges. C'est ça le risque un petit peu, et donc d'être quelque part préparé à ce type de volatilité-là qui peuvent arriver. Au niveau de l'or également, on construit les figures, et c'est positif. C'est haussier point barre, on construit les figures. Si vous recassez par le haut, on s'ouvre les 2500 $, 2600 $. Et donc un nouveau run. Donc les minières, toujours appréciables. L'argent, même idée, on est en train de faire céder la résistance de 2020-2021 aux alentours des 30 $. Là aussi, on est en train de casser ce niveau-là, c'est haussier point barre, donc on est toujours pro-minière. Donc là aussi, on joue véritablement la détente, l'endettement, voilà, on continue de jouer le cycle un petit peu jusqu'au bout. Donc vous voyez, on en est là. Et du coup, pour moi, le point central, également dans la rotation, etc., c'est l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, vous voyez, on est revenu chercher le support, on a validé le support, ça c'était les scénarios alternatifs que je vous avais mis. S'il y a vraiment une récession, si on a vraiment peur d'une récession, d'un ralentissement trop profond de l'économie, le dollar sera roi, et donc on passera en dessous des 1,05. Et ça sera l'indicateur qui nous validera que, hop, 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 le marché est en train d'invalider le scénario béatitude sur l'économie. Or, pour l'instant, graphiquement parlant, il est en train de se remettre en attaque ici, de rebreaker pour revenir chercher les 1,12. On est toujours dans le scénario positif pour l'euro, donc on est toujours dans un affaiblissement du dollar. Je ne parle pas des dollarisations, attention, on parle d'un affaiblissement du dollar de court terme, qui arrange bien les Américains d'une certaine manière, qui nous arrange bien nous aussi pour des rotations de flux, c'est-à-dire un petit peu de flux qui sortent des US, qui vont se rediversifier, notamment sur l'Europe. Et ça, c'est bon pour nous, parce que ça permet d'accélérer de la performance et d'avoir de la surperformance également sur les valeurs américaines. Et donc de regarder les valeurs européennes avec un biais de surperformance. Et notamment les pays émergents. Alors après, il y a la Chine, c'est toujours compliqué d'investir en Chine, mais je parle des pays émergents dans leur ensemble. Et la Chine, de toute façon, est déjà en bon rebond de 20-25% depuis 2 mois. Donc on en est là aujourd'hui. Donc on est dans beaucoup d'argent, on cherche à voir où l'argent s'investit et où il va continuer de s'investir. Et pour moi, les tendances sont déjà en place, si vous voulez, depuis quelques mois. Et pour moi, on reste dans cette physionomie-là. On ne change pas cet aspect-là. Donc oui, vous pouvez vous retrouver avec de la volatilité. Mais cette volatilité-là, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ne doit pas nous faire changer la vue long terme, qui reste à ce stade-là haussière. Et n'oubliez jamais que oui, peut-être vous avez certaines valeurs qui sont chères, mais tant que vous avez du flux, tant que vous avez de l'argent, tant que vous avez un besoin d'investir pour protéger le cash, etc., et aller chercher une rentabilité, ça peut toujours devenir plus cher.
OK? Donc c'est une question technique aussi. Je vous ai fait un nombre de vidéos, dernièrement sur bien comprendre qu'il y a la macroéconomie, il y a la microéconomie, les profils des entreprises et cetera, l'analyse technique, ce que vous voulez. Mais il y a l'aspect technique des choses aussi, des marchés, qui peuvent faire et défaire, des tendances aussi, juste par des biais techniques. Et vous le voyez bien, si vous regardez l'illiquidité de certaines petites valeurs, vous comprenez bien qu'il peut y avoir des phénomènes techniques, des rachats de ventes à découvert. On a eu ça à nouveau cette semaine, avec un certain nombre de petites valeurs qui explosent littéralement parce que voilà, on a ces phénomènes de rachat de vente à découvert, ces short squeeze, etc. Voilà, ça c'est des phénomènes techniques également, qui ne sont jamais à négliger. Voilà pour cette vidéo, un petit peu plus longue que ce que j'aimerais faire à l'avenir, mais pour resynthétiser un petit peu tout ce qu'on se dit déjà depuis de nombreux mois et où on en est, et dans les projections, etc. Comme d'habitude, j'espère que voilà, je vous perds pas, que c'est clair, que ça vous intéresse, parce que voilà, ça permet de faire les projections. Et après, on passe à la seconde vidéo qui est sur la partie analyse action. Et je vous mets également une vignette de vidéo que je vous encourage à regarder justement sur cet aspect de biais et ne pas se faire piéger par un certain nombre de biais. Je vous mets la vignette de cette vidéo, allez la voir et vous comprendrez un petit peu également tout ce qui est au-delà de juste l'aspect technique un petit peu des marchés. C'est bien comprendre aussi ces mentalités qui peuvent également être changées et des tendances entières. Excellent week-end à vous les graphes. J'attends de voir ce que vous me dites dans les commentaires et je vous retrouve pour la seconde partie sur les actions.